Bon, bah, merci à tous d'être venus si nombreux pour ce moment magnifique de partage des actualités syndicales qui va vous remonter le moral, l'avenir étant bien évidemment rose. Voilà, alors ça c'est les sujets que nous allons aborder ce matin. Le premier sujet que je voulais aborder, c'est qu'il y a eu un contrôle national de quasiment tous les urologues. La Caisse nationale d'assurance maladie a eu l'idée de contrôler tous les chirurgiens qui faisaient de la chirurgie à quatre mains, avec comme concept que globalement les chirurgiens français en digestif et en urologie en particulier étaient des voleurs et que les chirurgies à quatre mains étaient une façon de détourner de l'argent de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc ils ont débarqué à peu près dans toutes les équipes de France, dans tous les départements. Il y a des départements qui ont été plus agressifs que d'autres. Globalement, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour contrôler les libéraux, elle regarde statistiquement ceux qui dépassent de la moyenne nationale. Et ceux qui dépassent de la moyenne nationale, ils débarquent et ils regardent les chiffres. On a été contacté avec le syndicat avec une quinzaine d'équipes en France, dont certains que j'ai pu accompagner à la caisse primaire d'assurance maladie. Et à chaque fois, ça a été pareil. Nous vous avons contrôlé, persuadé que vous étiez malhonnête, et nous avons été surpris de constater que vous êtes honnête et qu'effectivement, vous êtes bien deux chirurgiens, voire trois chirurgiens, chirurgie à quatre mains ou à six mains, en particulier pour toute la chirurgie de l'incontinence. Et que quand il facturait en fait la rectopexie par un chirurgien digestif, l'hystérectomie et les gestes gynéco par un gynéco, et l'urologue qui faisait la promotofixation et toute la gestion de l'incontinence au niveau vésical. En pratique, ils se sont rendus compte qu'on était bien deux chirurgiens ou trois chirurgiens. Et globalement, ils ont quand même rappelé la règle de la CCM et de la NGAP. On n'a pas le droit de coter à deux chirurgiens. Voilà. Donc, on s'est fait retoquer là-dessus. On a refusé de payer les indus pour l'instant avec les équipes qui sont le plus en première ligne. Et on va, au niveau syndical, on va être en procès avec la Caisse nationale pour justifier le fait que nous voulons pouvoir opérer à deux chirurgiens ou à trois chirurgiens selon les chirurgies. Et c'est en discussion. Par contre, ils en ont profité pour vérifier toutes les cotations des urétéroscopies. Et là, on a été retoqué sans discussion. La dilatation de l'urtère et la montée de son double J sont comptées dans l'acte d'urétéroscopie principale. Je ne peux pas avoir le temps de retravailler sur la cotation. On le fera au niveau du congrès. Je vous rappellerai que quand vous allez sur la cotation, d'abord, n'utilisez surtout pas Aide au codage. Aide au codage, c'est un site privé qui vous donne uniquement des règles statistiques, mais vous devez aller sur le site Amélie pour connaître la tarification des actes et de vos actes. Et vous avez des petits i en tête de chapitre. Le chapitre d'urologie, il y a un petit i. Quand vous allez dans le chapitre urétéroscopie, il y a un petit i. Et dans ce petit i, quand vous cliquez dessus, il y a écrit que la dilatation et la montée de son de double J sont compris dans l'acte. Alors ça nous a permis de constater un certain nombre de déviances, ce que j'ai découvert qui s'appelle le copeau d'or. Un certain nombre de collègues qui font des tumeurs de vessie puis qui vont faire un copeau sur la prostate et comme ça ils comptent résection de prostate plus résection de vessie sur deux. Je leur ai rappelé dans une lettre du syndicat que c'était interdit. Vous devez rester le plus près possible de la cotation et pour ceux qui sont en secteur 2, récupérer des honoraires différents même si nos actes sont mal payés au tarif opposable. Voilà, ça c'est le contrôle national, on est toujours en cours. Il y a encore des équipes, ils étaient là hier, que je vais accompagner à la caisse primaire pour discuter pour les indus. Globalement, ça s'est plutôt bien passé et on n'a pas de sanctions importantes. Il y a eu un collègue à qui on demande de rembourser plus de 300 000 euros, mais je dois dire que les cotations étaient très farfelues et que d'un point de vue syndical, on ne peut pas le défendre. Pour les libéraux, il y a ensuite la Convention nationale. Vous savez qu'on a eu un règlement minimal conventionnel et qu'on est en négociation conventionnelle. On a obtenu des miettes. Pour le syndicat, j'avais demandé moi, la reconnaissance de la chirurgie à quatre mains. J'avais demandé une lettre clé pour la chirurgie pédiatrique pour les chirurgiens et les anesthésistes et un GHS majoré pour l'établissement de santé. Pour aider la chirurgie pédiatrique, ça nous a été refusé. J'avais demandé une lettre clé pour l'oncologie, chaque fois qu'on fait de la cancéro. Le paradoxe étant qu'aujourd'hui, ce qui paye le mieux, c'est la chirurgie fonctionnelle. Là où les patients, paradoxalement, sont prêts à payer le plus de dépassements d'honoraires, c'est en chirurgie fonctionnelle. Mais quand on fait de l'oncologie, c'est compliqué. Pour l'instant, j'ai eu un refus de la Caisse nationale d'assurance maladie et on a le soutien de François Richard, qui est au Haut Conseil de la nomenclature, qui fait un énorme travail de refonte de la nomenclature pour essayer d'obtenir la chirurgie à quatre mains et pour nous donner des lettres clés. C'est en discussion avec François. Alors au niveau de la convention, on a eu des miettes. Le point de travail de la tarification, et j'expliquerai aux plus jeunes s'ils veulent en discuter comment ça fonctionne, est passé de 0,44 à 0,47, ce qui fait une augmentation de tous les actes de CCM de moins de 3%. Je trouve que c'est presque une insulte.
L'APU et l'APC vont passer à 74 euros. Donc l'APU, vous savez, c'est la consultation pour les universitaires et l'APC, c'est la consultation one-shot de consultants. Elle était à 51, elle va passer à 60 et on a obtenu que les universitaires passent à 74 alors que depuis bientôt 10 ans, ils étaient plafonnés. On a réussi à mettre un pied dans la porte pour la chirurgie à 4 mains puisque l'endométriose est la seule chirurgie aujourd'hui où ils reconnaissent le fait d'opérer à 2 chirurgiens ou à 3 chirurgiens. Ils vont donc toucher, et de même que, ils vont payer pour l'endométriose comme en ORL carcino, premier acte 100%, deuxième acte 75%, troisième acte 50%. Je vous rappelle que pour nous, urologues, c'est premier acte 100%, deuxième acte 50%, troisième acte gratuit. Là aussi, je me bagarre avec la caisse et l'UCDF pour essayer d'obtenir pour revoir ça. Il n'y a pas de raison que nos deuxième acte soit 50% et le troisième soit offert. Ce qui veut dire qu'on a des malades qui sont réopérés parfois plus tôt pour pouvoir leur refacturer des actes. L'Optamco va devenir l'Optam-CO pour les anesthésistes. Les anesthésistes vont pouvoir rentrer dans le système. L'Optamco est en discussion pour ceux d'entre vous qui l'ont, sur 2 niveaux. D'abord, vous savez que pour calculer l'Optamco, c'est la tarification de vos actes et vos dépassements que vous aviez en 2012 et 2013. Donc on est 10 ans plus tard. On espère pouvoir revoir ces chiffres-là. Et enfin, ce qui est intéressant pour l'Optamco, c'est que le K, ceux qui sont en secteur 1 Optamco, le T, pour ceux qui sont en secteur 2 Optamco, le K, va passer de 20 à 30%. Je vous rappelle, ceux qui sont en Optamco, vous ferez le tarif CCM plus J, plus K à 30, ce qui veut dire que globalement, ça vous fait déjà un dépassement d'honoraires de 30%. Et en plus, le tarif opposable en secteur Optamco et secteur 1 est majoré par rapport au tarif secteur 2. La consultation, je me suis un peu accroché avec la Caisse nationale vétérinaire du CDF par rapport au fait que je vous rappelle que la consultation de secteur 2 est à 23 € depuis 1992. Ça veut dire que ça fait 32 ans qu'on est payé le même tarif de consultation. Je crois qu'il n'y a pas en France une seule profession qui est au même tarif depuis 32 ans. Donc notre tarif de consulte, c'est 23 €. Et quand on discute avec la Caisse, ils vous disent, oui, vous avez qu'entre en secteur 1, vous seriez à 30 €. Donc c'est vrai que la consultation de secteur 1 était revalorisée de moins que l'inflation. Mais pour nous, en secteur 2, nous restons à 23 € depuis 1992. Ce qui veut dire en particulier, lorsque vous avez un patient hospitalisé, je vous rappelle que lorsque vous faites un acte opératoire, les 15 jours suivants sont compris, quoi que vous fassiez, sauf une reprise chirurgicale. Mais quand vous êtes au 16e jour, 17e jour d'hospice, vous pouvez compter 1 C par jour. Et on a obtenu qu'on passe à 1 C qui était à 0,8, va passer à C fois 1. Donc on aura 23 € par jour d'honoraires de surveillance, alors qu'avant on était à 0,8, 80% de 23. Je vous rappelle que lorsque vous hospitalisez un patient pour une prostatite ou une pyélonéphrite, vous facturez 1 C par jour. Voilà, vous savez que j'ai fait des conférences sur le déconventionnement, en particulier avec mon ami Jérôme Marty de l'UFML, et donc on a un certain nombre de médecins généralistes qui se sont déconventionnés. Et bien la Caisse vient de décider que s'ils se déconventionnent, ils peuvent plus se reconventionner pendant 2 ans. Donc c'est sa façon de répondre au fait qu'il y a des collègues qui décident de se déconventionner. Voilà, ça c'est activité syndicale globale sur les libéraux. Je vous rappelle que le SNUF participe avec l'AFU et le collège au CNP. Le CNP, le bureau aujourd'hui, c'est Xavier Gamier, je l'ai rejoint ce soir, Franck Bruyère, Olivier Lenda, Pierre Manger-Artus, Irène Chollet. Donc le CNP, c'est le Conseil national professionnel d'urologie. Est-ce que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est? Vous savez tous ce que c'est que le CNP? Ah, quand même. Donc le CNP, effectivement, ça a été inventé par la loi Hôpital Patient Santé Territoire. Aujourd'hui, la DGOS, le ministère de la Santé, les caisses nationales d'assurance maladie, en gros, discutent avec les urologues via le CNPU, le Conseil national professionnel d'urologie, qui aujourd'hui nous représente pour toutes les négociations, discussions, y compris scientifiques parfois, avec la Haute Autorité de Santé. Et ce CNP, à la différence d'autres spécialités, est conçu, nous, intelligemment, entre l'AFU qui a la majorité des sièges, suivi du syndicat et du collège. Et donc on travaille tous ensemble pour nous représenter. Je vais vous montrer les différents sujets sur lesquels on a été interpellés cette année. Alors les sujets sur lesquels on travaille avec le CNP et le syndicat, c'est les IBOD. Vous savez que les IBOD, le décret était sorti en 2015, qu'en théorie, depuis le dernier décret qui a été attaqué par l'UCDF, le SML et la FMF,
les IBOD, vous ne pourriez plus normalement travailler qu'avec des infirmières diplômées qui sont diplômées pour écarter, aspirer, électrocoaguler. Donc on a attaqué le décret avec l'UCDF, on a cassé le décret, et donc pour l'instant il n'y a plus aucun texte qui oblige d'embaucher des IBOD, ce qui met en colère le syndicat d'UNAIBOD. Mais pour vous donner quelques chiffres, il y a 25 000 aides opératoires en France. Sur les 25 000 opératoires, il n'y en a que 5 000 diplômés. Les écoles sont en capacité de former 700 IBOD par an. Il faudra à peu près 25 ans pour former toutes les aides opératoires aujourd'hui pour qu'elles deviennent IBOD. Donc on a eu une réunion avec la DGOS. J'ai attiré leur attention sur plusieurs sujets. Depuis, ils sont restés bloqués. Premier sujet, il faut 25 ans pour former toutes les IBOD. Comment on fait? Parce qu'eux, ils voulaient appliquer le décret cette année. Deuxième sujet, je leur ai demandé s'il y avait des publications scientifiques qui démontraient que nos aides opératoires non diplômés IBOD par rapport aux IBOD avaient une responsabilité médico-légale dans des accidents survenus au bloc opératoire et des insuffisances professionnelles. Aucune publication n'a été faite. Le fait de vouloir imposer donc le diplôme d'IBOD est uniquement une volonté politique pour plaire à un syndicat, une IBOD. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de dire que nos aides opératoires non diplômées sont incompétentes. Deuxièmement, lorsque vous aurez formé toutes les IBOD, un peu comme les IAD, il faudra les rémunérer minimum 500 à 700 euros de plus par mois. Et j'ai calculé que ça faisait une enveloppe de 700 millions d'euros par an. Sur ce critère-là, la DGOS est restée bloquée. Et effectivement, elle se rend compte qu'elle n'a pas une enveloppe de 700 millions d'euros à développer, un pour former, deux pour les payer chaque année s'ils sont tous diplômés. Donc pour l'instant, il n'y a pas de décret, même s'il y a un arrêt du Conseil d'État qui oblige le ministère à sortir un décret normalement avant le mois de juin. Et depuis le mois de juin, vu qu'il n'y a plus de gouvernement, toutes les réunions avec la DGOS sur ces sujets-là ont été annulées puisqu'il n'y a plus de ministre. Enfin, il y a un ministre démissionnaire. Les IPA, ils ont sorti un décret malgré le travail du CNP. Nous nous battons contre les infirmières en pratique avancée dans la mesure où, progressivement, suite à la pression de leurs syndicats, le décret autorise dorénavant les infirmières en pratique avancée à un interrogatoire, un examen clinique et des prescriptions de médicaments en toute autonomie. Ce qui remet en question une partie de nos actes, en particulier en urologie. Elles veulent pouvoir faire des injections intracaverneuses, des chimiothérapies, des BCG, peut-être des biopsies de prostate, sans que, et avec un interrogatoire, un examen clinique, elles sont en autonomie pour la prescription d'un certain nombre d'antibiotiques. Donc ce que nous on demande aux syndicats, c'est que nos structures puissent embaucher des infirmières pour travailler en collaboration, qu'on puisse autoriser dans les SEL, Société d'exercice libéral, Société civile professionnelle, SCM, des infirmières et qu'on puisse travailler ensemble, mais nous ne souhaitons pas la mise en autonomie des infirmières parce qu'elles n'ont pas le niveau de compétence pour cela. Et je vous rappelle qu'elles ont évolué, y compris pour les certificats de décès ou d'autres autonomies en prescription. C'est les oncologues qui poussent énormément pour qu'il y ait des infirmières en pratique avancée en oncologie, en particulier pour la prescription des médicaments, des effets secondaires, de la chimiothérapie. On a travaillé, on avait une réunion hier soir où j'ai pas pu aller avec Visuchir. Visuchir, c'est le travail d'un garçon qui s'appelle Gilles Bontemps. À la Caisse nationale d'assurance maladie, ils mettent en place des registres et vous pouvez aller sur Visuchir, vous pourrez comparer vos activités avec des activités des autres établissements autour de vous, France entière. C'est un très bel outil statistique, c'est un très bel outil informatique, mais Visuchir veut être utilisé par la Caisse nationale d'assurance maladie à la demande du groupe qui a rédigé le décret sur la chirurgie pédiatrique, et on va en parler juste après. L'objectif, c'est d'avoir des critères pour dépister les établissements de santé qui exercent mal. Les critères principaux aujourd'hui, c'est le taux de réhospitalisation à 30 jours et la durée moyenne de séjour. Et ce que je leur ai démontré, on y avait représenté à la réunion avec Visuchir et la DGOS, la Fédération des spécialités médicales dans laquelle on retrouve tous les CNP professionnels, c'est que le paradoxe de Visuchir, qui est un outil de vigilance pour attirer et permettre au ministère de la Santé de connaître le niveau de compétence de nos qualités, le niveau de... Enfin voilà, j'ai inversé les mots, c'est pas très grave. Le problème de Visuchir, c'est que du coup, comme ils regardent le taux de réhospitalisation à 30 jours, on se rend compte que sortent en premier lieu tous les centres experts. C'est-à-dire que pour l'instant, dans Visuchir, ils ne tiennent pas compte du niveau ASA des patients, ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, et que les centres experts, en particulier les CHU, et en particulier en orthopédie, les centres infectieux, sont ceux qui récupèrent tous les malades fragiles de ville ou de l'hôpital. Et donc, c'est des gens qui sont réhospitalisés le plus facilement pour des questions de comorbidité. Et ça, Visuchir ne le fait pas. Donc, à l'heure actuelle, l'outil de vigilance
de surveillance des plateaux techniques met en évidence que les plus mauvais exerçants sont tous les centres experts. Donc on s'est un peu chauffé avec la DGES et Visuchir, ils doivent faire évoluer. Il me reste 5 minutes. La chirurgie pédiatrique, je vous rappelle que ce décret, c'était Nadia qui au syndicat avait attiré mon attention, ils ont dit au courant qu'il y a un décret qui est sorti. Je lui ai dit mais je ne suis pas au courant, et en fait il y a un décret qui était sorti, un décret qui est sorti en catimini, qui fait que tous les enfants de moins de 15 ans ne peuvent plus être opérés dans quasiment tous les établissements privés et tous les centres hospitaliers généraux. Il n'y a plus que les services de chirurgie pédiatrique qui peuvent opérer les enfants de moins de 15 ans. Tout ça a été porté par une chirurgienne pédiatre de Nancy qui s'appelle Madame Polymérol, qui ont s'est chauffé au dernier congrès. Et malgré toutes nos réunions avec la DGOS, le décret est en train de s'appliquer partout dans toute la France. Les ARS sont en train de fermer la chirurgie pédiatrique dans toutes les cliniques et tous les hôpitaux généraux et la rabattre vers les centres de chirurgie pédiatrique qui sont noyés, avec parfois 2 ans d'attente pour les cryptorchidie, incapacité à faire les circoncisions et toutes les pathologies de l'organe génitaux externe. Et c'est un drame pour l'accès aux soins des enfants. Malgré toutes nos protestations, malgré nos courriers au ministre de la Santé qui n'a jamais daigné nous répondre, le décret de chirurgie pédiatrique s'applique. Et c'est le drame. D'un point de vue syndical, nous avons décidé, avec votre accord, que les urologues n'opéreront pas les urgences pédiatriques la nuit pour des estomacs pleins, dans la mesure où on ne peut pas opérer les mêmes enfants à estomac vide la journée. Donc, je vous invite sur tous vos territoires. Bien évidemment, si un enfant est rentré pour une torsion de testicule, vous l'opérez. Mais vous devez tout faire pour qu'à partir de 18h, même dans la journée, vous ne récupériez aucune urgence pédiatrique. On ne va pas demander à nos anesthésistes d'opérer des enfants à estomac plein, alors qu'on n'a pas le droit de les opérer en journée à estomac vide. Les anesthésistes ont sorti des recommandations, il me reste 5 minutes, des recommandations sur la chirurgie pédiatrique. Et pour les anesthésistes, au-delà de 7 ans, on doit traiter les enfants comme des adultes. Donc on aurait pu au moins garder la chirurgie pédiatrique à partir de 7 ans, mais le décret est tombé. Vous ne pouvez plus opérer en dessous de 15 ans. 2 petites remarques pour vous aider à débattre avec les collègues. Les orthopédistes peuvent opérer des fractures, par exemple. Ils vont mettre des plaques et des vis, mais ils auront interdiction de les retirer 1 an après, puisqu'ils n'ont pas le droit d'opérer des enfants à estomac vide en chirurgie réglée. Donc c'est les centres CHU qui vont se retrouver à enlever tout le matériel posé par les orthopédistes libéraux, alors même que les CHU n'ont pas tous les ancillaires, tous les tournevis et tout le matériel nécessaire pour démonter les plaques qui ont été mis par d'autres. Donc on est dans l'absurdité. Autre domaine où c'est absurde, les chirurgiens pédiatres ne savent pas prendre en charge les IVG et les problématiques de l'adolescente en gynéco, et ils sont en train de récupérer des pathologies qu'ils ne connaissent absolument pas, et ce qui pose beaucoup de problèmes. Pour les bandelettes, on a eu plusieurs réunions avec la DGES. Vous avez vu des groupes de pression portés par certaines femmes qui ont été, entre guillemets, selon elles, mutilées par la pose de bandelettes, avec en particulier une Québécoise en France qui organise des transferts aux États-Unis à 50 000 € pour retirer les bandelettes, et qui ont monté une association qui est reçue par le ministère, qui est très écoutée, et qui est en train de militer pour que nous n'ayons plus le droit de poser aucune bandelette en France. Donc on est en train de discuter, Xavier Gamier est en pointe là-dessus, pour la mise en place de centres experts pour expliquer à toutes ces femmes qu'on peut retirer des bandelettes en France et qu'on va les redistribuer vers des centres experts privés ou publics qui pourront s'occuper de les retirer. On est en discussion avec elles et en conflit parce qu'elles estiment que ces centres experts doivent avoir un urologue, neuro-urologue, un neurologue, des IRM accessibles 24 heures sur 24, des kinés de la rééducation du périnée, des gynécos. Elles ont un cahier des charges que le ministère veut suivre, mais qui rendrait impossible l'existence de centres experts. Et à nouveau, dans ce domaine-là comme dans d'autres, on sent que la pression médiatique de certains groupes, finalement, est plus forte que notre travail de société savante. Bon, juste une remarque sur la FSM, qui est la Fédération des spécialités médicales, qui va accueillir tous nos registres. Il y aura 2 sessions du CNP au Congrès. Je vous invite à venir. On travaillera sur la cotation et on fait venir la Caisse nationale d'assurance maladie pour nous expliquer comment ils déclenchent des contrôles et qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher aux urologues et comment faire pour travailler ensemble. Voilà, on nous a demandé, avec le CNP, de classer la cancéro-urologique dite complexe. Et donc, on est en train de travailler avec eux. C'est Olivier Allenda qui a préparé la liste. Donc, en gros, vous voyez que ce sera à peu près tout ce qui sera retenu pour que ce soit fait en centre expert. Et on ne pourra plus le faire dans les centres hospitaliers généraux ou les cliniques privées, sauf à démontrer qu'elles ont un service de réanimation ou autre pour faire des chirurgies assez lourdes, dont vous avez la liste ici. On siège aussi le syndicat, la Commission nationale d'agrément. Il y a Arnaud Manel qui est avec nous ici, qui m'a remplacé.
C'est la commission qui reconnaît la capacité pour nos confrères à diplôme extra-Union européenne d'exercer en France. Il y a actuellement beaucoup de pression par les ARS territoriales et par le Conseil national de l'ordre et surtout le CNG pour valider des collègues qui n'auront fait qu'1 an de formation en France, ou surtout, ils sont en train de travailler sur le fait d'autoriser des gynécologues ou des chirurgiens généraux à pouvoir devenir urologues avec 1 an de stage. Si vous avez des questions, Arnaud pourra vous y répondre, il y travaille. Nadia, Lionel et Xavier ont obtenu, et c'est une lutte plutôt syndicale, hospitalière, le fait de la reconnaissance de la greffe avec, pour les collègues qui greffent 2 temps additionnels pour être en rémunération spécifique. Je trouve ça très très bien. Nadia, Lionel et Xavier pourront en discuter avec vous dans la journée. Le syndicat a été appelé par des collègues parce que le procédé EasyVac a été retiré du marché par Coloplast. Donc on a appelé Coloplast, c'est créé à Coloplast. En fait, la guerre en Ukraine a empêché la seule usine au monde qui produisait ce produit de continuer à produire ce mécanisme, vous savez, pour laver et récupérer les copeaux à la fin de la résection. Ils ont voulu racheter Coloplast le brevet et l'usine sur place a refusé. Donc on vous a mis à disposition pour ceux qui utilisaient ce matériel, des matériels moins bons. Donc à la demande de Paul Meria et d'un groupe d'urologues, on a contacté Coloplast qui n'a pas de solution. Le syndicat réfléchit à mettre en place un groupe WhatsApp pour partager tous ensemble nos questions, puisque on a regardé un peu de près le groupe WhatsApp des femmes urologues qui fonctionne très bien et on se rend compte qu'il y a plein de discussions techniques, plein de questions intéressantes. Donc on va probablement mettre ça en place. Il y a un congé exceptionnel pour les PUPH, on y travaille parce que je n'ai pas trouvé le décret, mais c'est mon ami François Patou qui m'a dit que les PUPH peuvent avoir des congés spécifiques de plusieurs mois, tous les 2-3 ans, pour leur permettre d'avoir des activités. On vous informera là-dessus. Il y a eu un décret qui est sorti sur la retraite des PUPH, pas des PH, mais des PUPH, avec un abondement qui a été supprimé, puis la remise d'un abondement. Je n'ai pas tout à fait compris le sujet, mais Cyril Bastide va nous faire une newsletter. Voilà, je vous invite à adhérer au syndicat. L'adhésion est 100 €. Le syndicat participe bénévolement à toutes ces tâches-là et toutes les recommandations. Vous avez présent parmi vous les membres du syndicat. Il y a Nadia qui est présent, Laurent Guy, Arnaud Manel qui est ici aussi, moi-même, mais je partirai tout à l'heure. Mais vous avez aussi au syndicat Stéphane Barthes, Bertrand Pogu, Cyril Bastide, Thomas Baudin, Denis Prunet, Frédéric Thibault, Olivier Alinda et Pierre Manger-Artus, qui participent tous, comme les membres de la FU et du CNPU, bénévolement à vous représenter, à vous défendre, à vous accompagner. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions au quotidien. On sera toujours là pour vous aider. 9h02, chef. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, Fred. Oui, par rapport à la chirurgie pédiatrique, j'exerce en clinique libérale. Nous, les anesthésistes, on dit que c'était 11 ans la limite d'âge pour les enfants. Non, la SFAR, c'est 7 ans. Alors, ils peuvent décider autre chose, mais les recommandations de la SFAR, c'est 7 ans. Il y a eu le premier décret porté par la DGOS et le CNP de chirurgie pédiatrique qui a dit, en dessous de 15 ans, interdiction d'être opéré en dehors de chez nous. Quelque temps après, la SFAR a sorti des recommandations sur la chirurgie pédiatrique, sur des recommandations de sécurité, et la SFAR a affirmé, en dessous de 7 ans, il faut des compétences. Au-delà de 7 ans, c'est le même risque que chez l'adulte. Alors après, peut-être que chez toi, ils ont décidé autrement. Oui, en pratique, nous, on a mis en place, il y a 3 anesthésistes dédiés, ils nous donnent une plage tous les 3 mois pour faire les enfants, mais tous les enfants qu'on peut opérer à ce moment-là. Donc le syndicat nous permet quand même, tu nous recommandes quand même de le faire, ou on dit on ne fait pas la chirurgie réglée? Alors, avec l'AFU, l'AFU et le CNPU, on a fait un courrier avec Alexandre Delata et Xavier Gamier et le syndicat, à notre initiative du syndicat, pour dire aux urologues de continuer impérativement la chirurgie pédiatrique. Pas en dessous de 3 ans, sauf s'ils ont des équipes vraiment dédiées, structurées, mais sinon le reste de continuer, parce que sinon, on va rabattre sur les CHU en chirurgie pédiatrique à peu près 70 000 ou 80 000 patients qu'on opère pour des circoncisions, des problèmes prépuciaux, des organes génitaux externes, et que le CHU ne peut pas les absorber. Et en ORL, c'est plus de 120 000 enfants qu'il faut réadresser sur les CHU. Et les CHU sont très tristes, très inquiets, parce qu'en stomato et ORL, ils ne savent pas faire. Donc demain, ils n'ont pas la capacité. On a un gros problème sur Grenoble, et c'est pareil partout. L'ARS a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul centre de chirurgie pédiatrique à Grenoble. Ils sont déterminés.
Donc on a monté un dossier avec le GHM, on a soutenu le fait qu'il fallait garder absolument Clinique Beldon, les Cèdres, pour continuer à faire des enfants. Pour l'instant, l'ARS est déterminée à fermer des centres, alors même que le CHU vient opérer actuellement chez nous, parce que le CHU n'a pas de plage de bloc, ils n'ont pas d'IBOD, ils n'ont pas de matériel. Donc voilà, on continue à se battre pour la chirurgie pédiatrique, mais on va voir selon le nouveau ministre, si on arrive à le rencontrer, essayer de bloquer le décret. La DGOS avait promis d'assouplir le décret avec un nouveau décret avant le mois de juin, et avec le gouvernement démissionnaire, il n'y a plus rien qui bouge. Mais on continue à se battre. Après, il y a des effets collatéraux qu'on ne voit pas forcément dans le secteur libéral. Quand on est dans une grosse structure hospitalière où il y a une dichotomie claire entre la chirurgie pédiatrique avec des hôpitaux mère-enfant et puis des hôpitaux adultes, c'est qu'en fait, on voit surgir maintenant les plus de 15 ans qui viennent envahir les urgences adultes avec des services qui ne sont pas du tout adaptés pour recevoir des parents, pour suivre des enfants, et que c'est une vraie difficulté. La gestion du pôle de chirurgie à Lyon sur ce sujet-là, c'est juste très problématique. Alors, il y a l'accueil et les créneaux opératoires, parce qu'on a des créneaux opératoires sursaturés en urgence adulte, et les 15-18 ans, on ne peut pas les prendre en plus, quoi. C'est un vrai problème. Le décret dit que les enfants suivis en chirurgie pédiatrique et opérés par les pédiatres avant 15 ans peuvent continuer à être opérés par les pédiatres après 15 ans, jusqu'à 18, 19, 20 ans. Et là aussi, ils ont obtenu ça dans le décret. Et maintenant, ils disent, nous, on ne sait pas accueillir des jeunes adultes. Mais l'effet de ripage est dû au fait que, en pédiatrie, ils reçoivent beaucoup plus d'urgences pédiatriques parce que dans les structures libérales, on ne les fait plus et qu'on les envoie à l'hôpital public. Et donc, du coup, eux aussi sont sursaturés. Et par mécanisme juste de chaise musicale, on se retrouve dans une difficulté. Mais les urologues ont été les premiers à demander au ministère de ne pas toucher aux équilibres actuels pour ne pas mettre en saturation les CHU. Mais on n'a pas été entendu. D'autres réflexions ? Moi, j'avais une réflexion sur les IPA. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, très honnêtement, parce qu'en fait, alors peut-être qu'il y a une vision qu'il faut séparer entre le secteur public et le secteur privé, mais les IPA ont été demandés, en particulier en secteur public, justement pour soulager les équipes médicales dans des charges qui sont intermédiaires entre du paramédical et du médical. Et nous, par exemple, Nora, qui est chez nous, on est extrêmement content qu'elle fasse de l'examen clinique. Et donc, j'allais dire, en termes de valeur ajoutée sur l'activité LITIAS, enfin, je ne peux pas aussi bien en parler que Nadia, hein, c'est une valeur ajoutée juste majeure. Donc il va falloir qu'à un moment, on s'aligne sur le sujet. Non, je t'explique tout de suite. On va s'aligner sur le sujet, je vais finir. Dans ma mobilité en 1996, quand j'étais à Oxford, il y avait déjà des infirmières de pratique avancée dans le secteur de transplantation chez Peter Morris. Elles y sont toujours, et c'est typiquement des services à haute filière, 3000 patients qui sont suivis par exemple à Lyon sur de la transplantation rénale et pour lesquels on a besoin de ce type de personnes formées et sur lesquelles on puisse compter. Après, il n'y a peut-être pas les mêmes engagements à avoir entre un secteur public où on fait de l'activité de recherche, où on construit des protocoles de recherche clinique, etc., et un secteur privé où on peut sentir que les choses et les objectifs pourraient être un peu différents. Donc il faut peut-être rediscuter. Non, en fait, on est d'accord. On est tous d'accord. Vous avez des infirmières en pratique avancée qui travaillent en collaboration dans vos structures. C'est ce qu'on demande en privé. C'est exactement ça. Nora, en fait, elle est en collaboration avec nous. Elle ne fait pas de primo-prescription. Elle ne fait pas de la consultation complètement seule pour voir des patients en première fois. Mais oui. C'est ça. Si. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils puissent faire vraiment de la primo-prescription et pour le suivi, c'est au contraire, c'est une aide, c'est super. Donc, en fait, Nora, effectivement, on est ravis, mais elle est toujours en collaboration avec nous. De ne pas les autonomiser complètement. C'est ça. Oui. Mais l'infirmière en pratique avancée, dans le décret, elle est en autonomie totale. C'est comme si demain, dans ton service d'urologie, tu avais des infirmières qui bossent ailleurs, qui ne te tiennent pas au courant de ce qu'elles font, ni rien. Et en fait, notre difficulté dans le monde libéral, c'est que nous, on demande, comme à l'hôpital public, que nos infirmières aient le droit de travailler en collaboration dans nos structures. Sur l'autonomie, on est 200% d'accord. Dernier sujet, les IBOD. Les IBOD, c'est un énorme problème, en particulier l'hôpital public, où on a une difficulté à recruter des IBOD parce que les écoles n'en produisent pas assez. Imposer qu'elles soient toutes IBOD, à mon avis, c'est juste impossible. C'est le décret et d'autant plus que dans les structures hospitalières universitaires actuellement, on fait des vita-vie de façon relativement fréquente pour motiver des infirmières diplômées d'État d'autres spécialités à venir au bloc opératoire et qui n'ont pas de compétences majeures sur le sujet. Donc, obligé à avoir le truc d'IBOD, là, c'est juste impossible. En fait, ce que nous, on demande depuis des années, après on va arrêter parce que je ne veux pas mettre Jean-Alex en retard, mais ce que nous, on demande simplement, c'est que celles qui sont diplômées, elles soient rémunérées 500 € de plus.
Et elles iront spontanément se former tout doucement, et ça se fera tout doucement. Et il y a un refus de l'UNAIBOD qui exige qu'on applique immédiatement le décret. Et juste dernière remarque sur ce sujet, on en a formé 700 par an. Sur 700 par an, il n'y en a que 350 qui retournent au bloc opératoire. Une partie part dans l'industrie pharmaceutique et une autre partie devient cadre hospitalier dans plein d'autres structures. Donc même quand on les forme, les IBOL ne reviennent pas. Et pourquoi elles ne reviennent pas? Parce qu'en fait, elles ne sont pas mieux payées quand elles reviennent. Alors qu'elles ont un diplôme de 2 ans de plus, et donc elles sont aspirées dans d'autres postes. On va chercher leurs compétences pour mieux les payer. Voilà, on est par là. Merci beaucoup. Jean-Alex, excuse-moi. Merci.